2005, la France s'embrase. 3 semaines d'émeutes. Ça a vraiment marqué notre histoire récente. Et on pense tous savoir pourquoi, hein. On pense connaître l'histoire, celle qui a été déclenchée par une tragédie. Mais et si ce récit qu'on nous a raconté, ce récit officiel, omettait une partie cruciale de l'histoire? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui, en se penchant sur la contre-enquête d'un certain Alexandre Devecchio. On va essayer de découvrir ensemble les visages oubliés de ces événements. Zied et Bouna, voilà. Rien que ces 2 prénoms, ils résonnent, mais alors immédiatement dans la mémoire collective française. Pour tout le monde, ils sont devenus le symbole de la tragédie qui a mis le feu aux poudres en 2005. Leur histoire, franchement, on l'a entendue partout. Elle a été racontée, filmée, analysée sous toutes les coutures. C'est simple, c'est devenu le point de départ de toute l'histoire. Mais ces noms-là, Jean-Claude, Alain, Jean-Jacques, ça ne dit probablement rien à personne ou presque. Et c'est justement ce silence, ce contraste, qui est au cœur de notre analyse aujourd'hui. La question c'est comment ça se fait ? Comment se fait-il que certaines victimes deviennent des symboles pour toute une génération, alors que d'autres, sont complètement effacées de l'histoire ? Ok, alors avant de plonger dans cette contre-histoire, on va faire un petit retour en arrière. Juste pour se remettre en tête le récit que, a priori, tout le monde connaît. L'histoire officielle, si on veut. Celle qui a commencé par un drame, à Clichy-sous-Bois. Voilà, on est le 27 octobre 2005, Zied et Bouna, 2 ados, meurent électrocutés dans un transformateur électrique. La raison, ils fuyaient la police. Et ce drame, ça, c'est l'étincelle. À partir de là, tout s'emballe. Très très vite, leur histoire est reprise absolument partout. Elle devient le symbole d'une jeunesse qu'on dit délaissée. Bref, c'est le point de départ de la narration que l'on connaît tous. Mais voilà, le truc c'est que très vite, cet événement a été interprété. Ce n'était plus seulement un fait divers, aussi tragique soit-il. Non, c'est devenu un symptôme, le symptôme d'une fracture sociale bien plus profonde. Et c'est précisément là que 2 visions, 2 récits vont s'affronter. D'un côté, on a la version la plus répandue, celle de la révolte sociale, une jeunesse qui se soulève contre la ségrégation, le racisme, l'exclusion. C'est par exemple la lecture de médias comme Libération à l'époque. Et puis de l'autre côté, il y a l'auteur qu'on étudie, Alexandre Devecchio, et lui il propose une thèse beaucoup plus dérangeante. Il parle du début d'une guerre de territoire. Alors, allons-y. Entrons dans l'argumentaire de Devecchio. Parce que pour lui, c'est simple. L'histoire que nous raconte n'est pas seulement incomplète. Non, c'est pire que ça. Il pense qu'elle passe volontairement sous silence des éléments qui sont absolument essentiels pour comprendre ce qui s'est vraiment joué à ce moment-là. Et voilà le cœur de sa thèse. En gros, selon Devecchio, ce qu'il appelle le narratif victimaire, celui qui est promu par une partie de la gauche et qui est centré uniquement sur l'exclusion sociale, eh bien ce narratif masquerait une réalité bien plus complexe. Il ignorait une dimension qu'il juge clé, la dimension politico-religieuse. Et pour appuyer ça, il ne sort pas ça de nulle part. Devecchio s'appuie notamment sur les travaux de l'islamologue Gilles Kepel. Et il le cite, cette instrumentalisation politico-religieuse a été passée sous silence à l'époque et reste aujourd'hui encore ignorée. L'idée derrière cette analyse, c'est que des prédicateurs auraient profité de la situation, de la tension, pour transformer ce qui était un drame local en un véritable embrasement national. Alors, selon cette thèse, comment tout aurait basculé ? Regardons la chronologie qu'il propose. Étape 1, bien sûr, la mort de Zied et Bouna. Ça, c'est le point de départ. Mais ensuite, étape 2, un autre événement arrive, on est en plein ramadan, et la police tire une grenade lacrymogène près d'une mosquée à Clichy-sous-Bois. Et là, étape 3, des prédicateurs islamistes s'emparent de l'incident et le présentent comme, je cite, le gazage de la mosquée Bilal. Et enfin, étape 4, cet incident est carrément présenté comme une déclaration de guerre à l'islam, surmis le feu aux poudres et propagé la violence dans tout le pays. Mais l'analyse de Devecchio ne s'arrête pas là. Pour lui, il ne faut pas seulement regarder pourquoi les émeutes ont commencé, non, il faut aussi regarder ce qui a été visé. Parce que, selon lui, le choix des cibles, ça en dit long. Ça révèle la véritable nature des événements. Et ces cibles, elles sont en effet assez parlantes. Des commissariats, des écoles, des mairies et même, chose assez incroyable, des camions de pompiers. Pour l'auteur, ce n'est évidemment pas un hasard. Qu'est-ce que c'est tout ça ? Ce sont les symboles de la République qui sont directement visés. Il y voit donc moins une révolte sociale qu'une expression, disons, d'une haine de l'État et d'une pure volonté de confrontation. Et c'est là qu'on arrive sans doute au point le plus sensible, le plus poignant de son argumentation, car l'auteur dénonce ce qu'il perçoit comme une profonde, une terrible injustice dans la manière dont on se souvient, collectivement, de ces événements. Parce que le point crucial, pour lui, il est là. Oui, la mémoire collective a retenu, et à juste titre, la tragédie de Zied et Bouna. Personne ne le conteste. Mais l'auteur nous pose une question.
Qu'en est-il des autres personnes qui ont perdu la vie pendant ces 3 semaines d'émeutes, des victimes dont les noms, les visages, les histoires ont été, presque totalement effacés du récit national? Alors regardons-les ces noms. Jean-Claude Irvoise, 56 ans. Il a été battu à mort. Jean-Jacques Le Chénadec, 60 ans. Il a été tué en essayant juste d'éteindre un feu de poubelle devant chez lui. Et Alain Lambert, 52 ans, il est mort en protégeant son lycée des incendies. Voilà. Selon l'auteur, ce sont eux, les victimes invisibles, les grands oubliés des émeutes de 2005. Et le cas d'Alain Lambert est particulièrement édifiant. Selon l'enquête de l'auteur, sa mort aurait été volontairement passée sous silence. Par qui? Par la direction de son propre lycée. Et la raison invoquée est assez glaçante. C'était par peur de faire fuir les familles des classes moyennes de l'établissement. Pour De Vecchio, c'est la preuve ultime, la preuve d'une sélection complètement délibérée des histoires que l'on choisit, ou non, de raconter. Et tout ça, évidemment, ça nous amène à une question finale. Une question qui est bien plus large que les seules émeutes de 2005, en fait. C'est comment est-ce qu'on choisit les histoires qui finissent par constituer notre mémoire collective? Pour résumer la pensée de De Vecchio, le récit des émeutes de 2005 serait le fruit de ce qu'il appelle un narratif victimaire à géométrie variable. C'est-à-dire une histoire qui choisit ses héros, qui choisit ses martyrs. Une histoire qui met toute la lumière sur une tragédie pour mieux en laisser d'autres complètement dans l'ombre. Au final, une histoire qui a oublié Jean-Claude, Alain et Jean-Jacques. Et finalement, la question que pose cette contre-narration, elle nous dépasse tous. Bien au-delà de 2005, elle interroge la façon même dont nous construisons l'histoire, avec un grand H. Quelles sont les histoires que nous choisissons collectivement de retenir, et surtout qu'advient-il de celles que nous choisissons d'oublier?